France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine. Bonjour et bienvenue sur ma route. On sort cette semaine de notre périmètre habituel puisque nous nous rendons dans la Marne à la rencontre de Franck Leroy, président de la région Grand Est. Je le retrouve à Épernay dont il fut maire de 2000 à 2023 avant de présider la région. Nous partons bavarder sur des sujets très divers, vous allez voir, sur 3 lieux emblématiques de sa ville, dans les jardins de l'Hôtel de Ville, sur la très belle avenue de Champagne dont on dit parfois qu'elle est l'avenue la plus riche du monde parce que se concentrent ici plusieurs maisons de champagne très prestigieuses et mondialement réputées. Et puis nous terminerons par une balade sur les hauteurs de la ville avec des panoramas fabuleux où Franck Leroy aime aller en famille ou avec des amis sur le belvédère Pierre Cheval. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Ça va? Très bien, vous? Oui, très bien. On est ici à la mairie d'Épernay. Bon, ça vous rappelle des souvenirs? Vous étiez Beaucoup de maire souvenirs. très longtemps ici. Beaucoup de souvenirs, maire pendant 22 ans. Ouais. effectivement. On entend beaucoup d'élus dire mon plus beau mandat, ça a été ou c'est celui de maire. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que C'est la relation qu'on a, la relation assez intime qu'on a avec les habitants. On est confronté à la souffrance chez certaines personnes dans certains quartiers. On est confronté aussi à des belles réussites et qu'il y a une dimension humaine liée à la proximité qui est tout à fait particulière. Ce que n'ont sans doute pas les autres mandats par la distance qui existe géographiquement entre une institution et les habitants. Et ça, à l'échelle d'une mairie, que ce soit un village, on a beaucoup de maires de petits villages qui connaissent à peu près tous les habitants de leur commune. C'est pas mon cas, mais en tout cas, tous connaissent leur maire et la relation au maire est tout à fait particulière en France parce que pour beaucoup de gens, le maire, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et à qui on a peut-être besoin à un moment ou à un autre de demander quelque chose. Et qu'on voit. Qui peut être dans la sphère d'ailleurs du privé, la sphère familiale, la sphère très intime parfois. Je me souviens de confidences que m'ont fait des habitants. Même leur famille ne savait pas ce qu'ils venaient me dire. Voilà, cette relation particulière, elle est propre à la France, elle est propre à la place qu'a le maire dans les institutions locales, et ça fait aussi le charme de ce mandat. Même si ça le rend difficile, parce qu'on est, pour reprendre la formule utilisée par le président du Sénat, on est toujours à portée d'engueulade. C'est-à-dire que vous faites une connerie le matin, l'après-midi, les gens sont dans votre bureau. Ça, cette proximité, il n'y a que dans le mandat de maire qu'on la connaît. Bon, puis ça fait du bien les engueulades, a posteriori. Ça vous fait avancer. Faut pas qu'on en ait trop, faut pas que vous en ayez trop, mais Non, ça fait du bien. non. Alors, Épernay, la Champagne, la Marne, ça correspond vraiment à votre entrée en politique. C'est quoi l'entrée en politique chez vous? Elle est le fruit du hasard ou il y a vraiment une réflexion Non, elle est marquée par la candidature de mon père aux élections municipales à Boulogne-sur-Mer en 77. Et j'ai milité pour lui, j'avais 14 ans à l'époque. Ah, d'accord. Avec ma mobilette et avec nos copains à mobilette, on allait coller des affiches, décoller des affiches. Et c'est là que j'ai pris conscience d'un intérêt que je découvrais pour la chose locale. Je n'imaginais pas d'ailleurs à l'époque faire de la politique ailleurs qu'à Boulogne-sur-Mer. Et puis le parcours étudiant nous fait découvrir de nouvelles régions. C'est comme ça que j'ai atterri à Épernay un peu plus tard. Alors, il y a des millions de gens qui changent de région pour leur travail, pour d'autres choses. Comment ça se passe quand on arrive, quand on vient de Boulogne, quand on débarque en Champagne? L'accueil est bon? L'accueil était bon. Je suis arrivé à la région Champagne-Ardenne le 1er juillet 87, dans une petite région, déjà par la taille, par le nombre d'habitants, mais aussi parce que les régions étaient à peine émergentes en 87. Il devait y avoir 85 ou 90 collaborateurs. Donc on arrive dans une petite entité naissante, et l'état d'esprit était extrêmement intéressant. On avait des cadres qui venaient de la fonction publique, d'autres qui venaient du privé.
Et on était en train de créer ce qui allait devenir les régions, puis les grandes régions. Et donc c'était une mission assez intéressante. Ben, on s'est fait quelques amis, notamment par mon épouse qui était professeure de danse et directrice d'une école de danse. Donc j'allais dire mes premiers amis, et je me le suis fait par l'intermédiaire de mon épouse. Et puis après, ben, à force de travailler dans un contexte professionnel, on finit par connaître des gens avec qui on sympathise, qui deviennent des amis et qui sont toujours des amis aujourd'hui. Mmh. Et puis il y a la rencontre ici avec Bernard Stasi. On sent que c'est vraiment un moment clé chez vous, cette rencontre avec... Oui, alors je le connaissais bien avant. En fait, je l'avais connu quand j'avais 19 ans, en tant que militant centriste. En fait, quand mon père s'était présenté aux élections en 82, j'avais donc 19 ans à l'époque, et Bernard Stasi était venu le soutenir à côté de Boulogne-sur-Mer. Et il était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, et il m'avait dit au cours du dîner d'après-meeting, est-ce que ça t'intéresserait de visiter l'Assemblée nationale? J'avais 19 ans, je ne connaissais pas l'Assemblée nationale, j'avais accepté. De là est née une relation entre nous épistolaire, on s'est écrit beaucoup. Et puis un jour, il m'a invité à venir dans les universités d'été des jeunes démocrates sociaux, qui était la branche des jeunes et du CDS. Ah, ouais. Et puis je suis rentré dans ce milieu, j'y ai découvert des amis, des copains. Aujourd'hui, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui faisait partie de la même promo, mon propre directeur général des services à la région, aujourd'hui Nicolas Pernaut, je l'ai connu à ce moment-là de ma vie. Et donc, je suis rentré dans ce milieu politique, passionné comme on peut l'être à 18 ou 20 ans. Et finalement, quand j'ai postulé pour être l'adjoint du directeur général des services à Châlons, il était le président de la région à l'époque, mais je ne l'avais pas informé de ma candidature. Et ça l'a d'ailleurs toujours surpris que je ne fasse pas jouer la connaissance que j'avais du président. Et je voulais absolument être pris sur mes qualités et pas parce que je connaissais le président. Et donc, au terme d'un parcours de recrutement qui a été assez complexe, parce que j'ai commencé par louper le premier rendez-vous chez le consultant, ce qui n'est jamais très bon signe, j'ai fini par être classé premier. Et donc, je suis arrivé en Champagne-Ardenne, à Châlons, en 87, où j'ai découvert une région totalement nouvelle pour moi. J'avais sans doute traversé la Champagne avec mes parents en partant en vacances, mais je connaissais pas du tout cette région. J'ai appris à la découvrir, à l'aimer et à me faire un tissu relationnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus champenois qu'habitant du Pas-de-Calais, puisque j'y retourne voir ma famille et ma belle famille, mais mon territoire est ici, mes enfants habitent ici. Je voudrais qu'on revienne un instant sur Bernard Stasi, parce que je crois que peu de gens s'en souviennent, c'est bien dommage, sauf évidemment ici, mais il était, des souvenirs que j'ai lui, c'était vraiment l'incarnation d'un homme qui suscitait le débat paisiblement. Et quand on voit la différence avec cette époque extrêmement bruyante, brutale, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette époque-là, Bernard Stasi vous inspire? Est-ce que vous y pensez? Oui, d'abord, il a été le premier à affronter Jean-Marie Le Pen en débat. C'est vrai. C'était un homme courageux, libre dans sa tête, c'est-à-dire qu'il n'était pas, même s'il a toujours été inscrit dans un parti politique, il avait une liberté de ton qui faisait que chacune de ses prises de position était vue et commentée dans la presse parce qu'il y avait cette liberté de ton. C'était pas quelqu'un qui était guidé par des éléments de langage, il parlait avec son cœur. Et cette liberté de ton, cette indépendance d'esprit, lui a fait prendre des positions extrêmement courageuses sur l'immigration, sur l'Europe. Il n'a jamais caché ses convictions. Ça lui a sans doute beaucoup coûté, mais je pense qu'il concevait la politique comme l'expression de valeurs qu'on a au fond de soi et qu'on ne négocie pas avec ses valeurs ou ses principes fondamentaux. Alors, on va en venir à la région. Aujourd'hui, un mot. J'imagine il y a plein d'activités, beaucoup de missions à la région Grand Est, mais il y a beaucoup de priorités aussi, j'imagine. Mais finalement, s'il y en avait une à citer, si vous vouliez qu'on dise dans 5, 10, 15, 20 ans, l'ère Leroy, ça a été ça, en fait, qu'a avancé. C'est compliqué parce qu'il y a des compétences très différentes, mais je pense que notre responsabilité aujourd'hui, à un moment où on vit des bouleversements considérables, c'est d'accompagner ce territoire régional dans sa mutation économique, dans ses transformations écologiques, dans la formation de ces jeunes, dans le développement des services publics comme les services publics des transports. Ce qui peut faire l'attraction d'une région demain, c'est cette combinaison de développement économique, une approche ambitieuse de l'environnement et de sa préservation, la qualité de vie à travers les transports du quotidien, la formation des hommes et des femmes, parce que c'est absolument essentiel, et toutes les mutations qu'on vit actuellement, si on n'accompagne pas la population dans cette adaptation au monde nouveau qui vient,
voilà, on passe à côté du sujet. Donc, c'est difficile de résumer d'une phrase une multitude de compétences. Les régions occupent aujourd'hui une place absolument essentielle dans l'organisation territoriale de la République. Tout le monde le reconnaît, à droite comme à gauche. Et ces régions ont véritablement acquis une dimension qui les rend incontournables. Et tous les territoires nous l'expriment d'une manière ou d'une autre. Mais il est clair que on est passé avant d'une période où départements et régions faisaient plus ou moins la même chose. Aujourd'hui, le département est cantonné dans la sphère sociale, qui est une sphère ô combien importante. Il y a le vieillissement de la population, l'accompagnement de la petite enfance, les personnes en difficulté. Dieu sait qu'il y a des enjeux autour de ces questions. La région est positionnée sur le développement économique, sur les transports, sur la formation, sur la transition écologique, sur l'aménagement du territoire, qui sont des leviers pour permettre à nos territoires d'émerger de certaines difficultés, de profiter de certaines opportunités. Et la région est véritablement à un niveau aujourd'hui incontournable. Un mot avant qu'on parte avenue de Champagne, découvrir cette très belle avenue à Épernay. Vous parliez tout à l'heure d'accompagner les gens sur des nouveautés technologiques. L'intelligence artificielle, vous êtes de ceux qui disent superbe ou vous êtes de ceux qui disent attention, c'est dangereux? Je dirais un peu les deux. Moi, je pense qu'il y a énormément d'opportunités autour de l'intelligence artificielle. On peut garder en efficacité, on peut gagner, je prends l'exemple de la médecine. L'intelligence artificielle sera certainement un formidable levier pour combattre les maladies, le cancer, la maladie d'Alzheimer et autres, par la puissance de calcul, par la capacité qu'on aura à analyser de plus en plus finement les pathologies auxquelles on va être confronté. Et puis dans bien des domaines, l'intelligence artificielle va nous permettre de progresser. Des politiques publiques plus efficaces, des politiques de la sphère privée et des actions économiques toujours plus compétitives grâce à l'intelligence artificielle. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de main un phénomène comme celui-ci. Maintenant, l'intelligence artificielle peut être aussi une menace quand il est utilisé ou livré entre les mains de n'importe qui. Et effectivement, on peut imaginer que demain, sur les réseaux sociaux, on arrive à reconstituer des discours complètement bidons de certaines personnalités et donc, quelque part, désorienter une partie de l'opinion. Donc ça fait partie des risques. Mais on a toujours tendance dans notre pays à présenter les grandes révolutions comme une menace sans percevoir les risques, les opportunités qu'elles apportent. Mais ça nous fait entrer quand même dans un nouveau monde et c'est finalement ce qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Oui, mais on est entré depuis longtemps dans un nouveau monde, depuis l'émergence des outils numériques, depuis Internet. Voilà, ça fait partie de notre nouveau référentiel, de même que la décarbonation fait partie des principes qu'on se doit aujourd'hui de mettre en application. Le monde économique le fait, le monde des transports s'y met. On a pris conscience avec les travaux du GIEC, avec les crises qu'on a connues, qu'on ne pouvait plus continuer éternellement à vivre comme avant. C'est un nouveau monde qu'il faut inventer et c'est une mission historique plutôt passionnante. Alors qu'elle suscite des craintes chez certains, je le comprends parfaitement, c'est même presque normal. Mais le rôle des élus, c'est d'expliquer, c'est d'accompagner, c'est de permettre ces transitions, et la notion de transition fait référence à un temps long, pour que notre société évolue en fonction des données nouvelles que nous devons affronter. Alors Franck Leroy, je vous propose qu'on aborde des sujets un peu plus légers, puisque vous avez suggéré qu'on aille sur cette très belle avenue de Champagne. C'est vous qui l'avez suggéré, mais je vous suis volontiers. On est d'accord? Pas de problème. Là, on est à avenue de Champagne. C'est la plus grande maison, moi, de Chandon? Oui, on l'appelle la Grande Maison. La Grande Maison, d'accord. La Grande Maison, leader incontestable dans le domaine du champagne. C'est sans doute une des avenues les plus célèbres au monde, l'avenue de Champagne, parce on se rend peut-être pas compte, mais il y a des milliards sous nos pieds, non? Oui, des centaines de millions de bouteilles sous nos pieds. Ouais. À jusqu'à 30 mètres de profondeur et on a quasiment une deuxième ville sous nos pieds puisqu'on a 110 km de cave. D'accord. Et combien de domaines ici sont représentés ici sur cette avenue? Une petite quinzaine, avec une qualité architecturale assez remarquable. Et puis un aménagement de cette avenue qui a été réalisé dans les années 2007-2008. Ouais. Donc quand vous étiez maire, c'est ça? Voilà. C'était sûrement l'un des chantiers les plus délicats parce que l'un des plus risqués. On avait une avenue de Champagne qui était très routière avant, qui est beaucoup plus ouverte aux piétons aujourd'hui, à la promenade, qui est un véritable lieu touristique et qui nous a valu, en 2015, d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors j'étais très surpris ce matin, parce qu'ici c'est les grandes maisons, il n'y a pas de grandes et de petites maisons, mais j'ai lu un chiffre de 15 000 vignerons
en Champagne. C'est un chiffre qui m'a étonné. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses? Alors, tout le monde ne produit pas son champagne. Mmh. On a parmi les vignerons bon nombre de récoltants qui sont en fait des producteurs de raisins qui vendent leur production, ne serait-ce que parce que ils ont trop peu de terrain pour pouvoir eux-mêmes faire du champagne. On a beaucoup de coopérateurs qui font partie, comme leur nom l'indique, de coopératives, des coopératives parfois très puissantes, qui produisent du champagne et qui font en sorte que la Champagne est un assemblage entre le savoir-faire de vignerons, de viticulteurs et de grands négociants, et que ce mélange des genres, ce mélange des deux, nous permet d'avoir de grandes marques connues dans le monde entier, mais nous permet aussi, grâce au talent de vignerons, de découvrir des propriétés assez exceptionnelles par le talent et le travail qu'apportent ces vignerons à leurs raisins et à leurs vins. Il y a Épernay, sans doute, une des 4-5 villes dans le Grand Est. Je pense à Baccarat, à Vittel et à d'autres villes, connues mondialement. Oui, C'est un vrai ambassadeur de cette région. Enfin, ces villes-là portent vraiment l'image de la région. connu mondialement parce que le nom d'Épernay figure sur beaucoup de maisons de champagne, comme ça. celui de Reims par exemple, et que donc les amateurs du vin, dans le monde entier, quand vous leur parlez d'Épernay, ils savent où c'est. Ouais, c'est ça. Hein, c'est la capitale du Champagne. C'est un lieu assez exceptionnel par le prestige de ces maisons de champagne, par le fait que cette ville est cernée par le vignoble et que le champagne est né à 2 pas d'ici, à Auvillers, à 3,5 km à vol d'oiseau d'Épernay, que c'est là que l'aventure du champagne a commencé. Et cette aventure, elle associe au champagne le succès, la fête, la célébration. Et aujourd'hui, dans le monde entier encore, quand on a un événement heureux à célébrer, on dit champagne et on lève sa flûte. C'est clair. Et ça, c'est assez magique parce magique. que c'est la culture française, c'est notre rapport au vin, à la célébration, c'est l'art de vivre à la française. Justement, en parlant d'art de vivre, il y a une gastronomie. Alors, il y a une belle gastronomie du Grand Est, en Alsace, en Lorraine, ici en Champagne-Ardenne. Mais moi, je me viens à l'esprit de l'andouillette pour la Champagne, mais il y a plein d'autres références gastronomiques ici en Champagne. Évidemment, on a autour de Reims, on a très certainement l'un des territoires français, si ce n'est le territoire français le plus étoilé. Oui, c'est vrai. Ouais. Le champagne va avec la gastronomie et la Champagne attire des chefs du monde entier. On a les 3 étoiles, les 2 étoiles à Reims, des 1 étoile un peu partout. Et tout ça contribue au rayonnement touristique de la Champagne. Beaucoup de maisons de champagne sont associées à des chefs célèbres dans le monde entier. Tout cela véhicule une image de la France, terre de gastronomie, terre de grands vins. Et ça profite évidemment à des territoires comme les nôtres. Ouais, ouais. Et puis, ça représente une attractivité touristique. Le Grand Est, aujourd'hui, c'est une vraie force de frappe touristique. On oublie parfois de le dire. Hein. Est-ce qu'il y a encore des clichés qui nous freinent, le cliché météo, machin, etc. Ou est-ce que vraiment on sait mieux se vendre qu'avant? Je pense qu'on sait mieux se vendre aujourd'hui qu'avant. Et je pense qu'aussi le Covid a changé beaucoup de choses. Avant, bon nombre de personnes partaient très facilement vers des destinations lointaines. Aujourd'hui, ils y ont largement renoncé. Et aujourd'hui, ils se sont recentrés sur l'Europe. Et parmi les destinations de plaisir, pour 3 jours, pour 4 jours, voire pour un peu plus, la Champagne et les territoires œnologiques, la route des vins en Alsace depuis longtemps nous a montré le chemin, sont des territoires très prisés par les touristes, très agréables. Le no-tourisme s'est développé. Des équipements de type patrimoniaux, musées, centres d'interprétation sont développés, des expériences œnologiques ont été créées et donnent envie de venir dans cette région pour découvrir ce produit très délicat et très subtil qu'est le champagne. Un mot, il faut qu'on aille au belvédère Pierre Cheval. Un mot sur la Lorraine, parce que vous êtes président du Grand Est, donc de la Lorraine aussi, ici on est sur votre terre natale. Mais la Lorraine, elle vous inspire quoi? Quand vous l'observez, qu'est-ce que vous dites en termes de force et de faiblesse aussi, parce qu'elle en a comme tout le monde finalement. C'est une grande terre industrielle qui a porté notamment la sidérurgie française au plus haut niveau et qui est aujourd'hui en train de connaître un véritable renouveau industriel. J'en veux pour preuve les projets de Choose France 2023 ont porté beaucoup sur la Moselle, mais on voit aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, un certain nombre de start-up et d'entreprises décoller littéralement, avec des territoires ruraux, avec des territoires urbains, avec un formidable atout qu'est son enseignement supérieur, ses universités,
ces écoles d'ingénieurs. 35 écoles d'ingénieurs à l'échelle du Grand Est, dont bon nombre entre Nancy et Metz. C'est un véritable atout quand on parle de réindustrialisation de la France et réindustrialisation de l'Europe. Donc moi, je suis plutôt confiant pour la Lorraine. Je pense que cette belle aventure qu'est le Grand Est nous permet d'allier de véritables atouts venant de la Champagne, venant d'Alsace, venant de Lorraine. Et l'assemblage passe plutôt bien. Ouais. Ah ouais. Alors, on va monter en altitude, Oui, mais on va redescendre un petit peu dans votre histoire, dans votre enfance. si vous avec plaisir. permettez. Avec plaisir. Allons-y. Alors, ce sont tous ces coteaux qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Non, ça c'est essentiellement les coteaux qui se situent de Cumières à Haï, c'est-à-dire le coteau en face, Ouais. qu'on appelle le coteau historique, où on trouve au milieu le village d'Auvillers, village où demeurait Pierre Pérignon, Ouais. Dom Pérignon, Ouais. moine qui a découvert en fait le champagne. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous raconte. Je voudrais que vous me parliez de Pierre Cheval, parce que ça s'appelle le belvédère Pierre Cheval. Sacré bonhomme, Pierre Cheval. Ah oui, Pierre Que vous avez Cheval. connu? Oui, oui, très bien, très bien. Pierre était un ami. C'est un ancien haut fonctionnaire qui a épousé une vigneronne d'Ailly. Il est devenu 100% vigneron, fait un remarquable champagne. Et quand la candidature des coteaux, maisons et caves du Champagne a dû être portée à l'UNESCO, dans le but de faire inscrire les paysages du Champagne à l'UNESCO, c'est lui qui a été notre leader naturel, qui a été brillant dans son argumentation, très investi dans cette mission. Et le 4 juillet 2015, le comité mondial de l'UNESCO a donc inscrit officiellement les coteaux, maisons et caves de Champagne à l'UNESCO, ce qui a été un succès collectif historique. Et on le doit à Pierre Cheval, qui malheureusement est décédé 7 mois après, ce qui a été une grande perte pour la Champagne. Grand ambassadeur de la Champagne. On le voit dans tous les départements de votre région. Il y a comme ça des personnages qui portent l'image de la région, qui incarnent cette région, des vrais ambassadeurs. Et on voit se développer des réseaux même d'ambassadeurs. Bien entendu, bien entendu. On est tous marqués par celles et ceux qui ont fait la Champagne, qui ont fait de ce territoire un territoire assez prospère, il faut le reconnaître. De grands vignerons, de grands négociants de maisons de champagne. Je pense à Robert Jean de Vogüé, qui était le dirigeant historique de Moët-et-Chandon, qui a été déporté. Je pense à Bernard de Nonancourt, à plein comme ça de négociants de grands talents, des visionnaires qui ont fait de la Champagne ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Victor Hugo, on en a parlé aussi. D'Épernay notamment. Oui. Vous voyagez beaucoup, Victor. Ici, vous êtes président de la région Grand Est, c'est énorme, c'est Strasbourg à Paris quasiment, c'est de la Belgique à la haute part, la Suisse quasiment. Comment vous organisez cet équilibre-là? Vous avez besoin de cet équilibre, de bulles de fraîcheur, de bulles de famille, de bulles amicales. C'en est une ici? Vous venez ici régulièrement? Ici sur ce lieu? Ouais, sur ce lieu. Oui, régulièrement me ressourcer, c'est souvent en famille ou entre amis. On fait un petit pique-nique sur ce belvédère et on contemple souvent au coucher de soleil cette nature magnifique et puis la ville d'Épernay en contrebas. C'est un lieu reposant, c'est un lieu qui permet de contempler la beauté de la Champagne et qui nous fait toujours plaisir et qui nous rend fiers. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, le souvenir de Pierre Cheval est un souvenir, j'allais dire, très, très puissant en moi et qui me fait rappeler toutes les bonnes heures qu'on a passées ensemble. Votre enfance, les souvenirs que vous gardez, les souvenirs impérissables, et puis surtout, quelles valeurs on vous a inculquées à ce moment-là et qui finalement vous ont guidé tout au long de votre vie encore aujourd'hui? J'ai eu la chance de vivre dans une famille extrêmement soudée, une enfance heureuse, avec des parents normalement exigeants, c'est-à-dire qu'étant donné que j'étais issu d'une famille qui n'était pas en manque de moyens, le deal avec mes parents, c'était qu'on devait faire le mieux possible dans nos parcours d'études, en choisissant la carrière que l'on voulait évidemment suivre. On était donc 3 enfants, mon frère aîné et ma sœur plus jeune, et je crois qu'on a vécu une enfance dans une famille extrêmement soudée, très aimante, avec laquelle les liens sont quotidiens. Je continue d'appeler mon père, ça fait rire tout le monde, mais quasiment tous les jours. Voilà, il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne, on échange beaucoup, on a partagé énormément de
de moments de complicité. Puis en même temps, je continue de lui demander conseil sur plein de choses et il me demande conseil aussi de temps à autre. Donc on est vraiment une famille très unie et je n'ai pas souvenir de mauvais moments pendant cette enfance. J'ai encore la chance d'avoir mes parents aujourd'hui. Ils habitent à Boulogne-sur-Mer, donc ça nous donne l'occasion de repartir sur la côte d'Opale assez régulièrement, où je retrouve également la famille de mon épouse. Et sincèrement, ça a contribué à mon équilibre, avec des valeurs de tolérance, de générosité, de fraternité au sens fort du terme, avec aucune notion de rejet de l'autre. Plusieurs fois, j'ai le souvenir de mes parents accueillir des personnes en difficulté, ça leur est arrivé. C'était des expériences plus ou moins heureuses, mais en tout cas, il y avait beaucoup de générosité, beaucoup d'envie d'aller vers les autres, conscience qu'on était plutôt un peu des privilégiés, qu'il fallait donc non pas compenser, mais nous montrer assez exemplaires dans la générosité qu'on devait témoigner aux autres. Et ça m'a profondément marqué. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école ou au collège, enfin moi je me souviens de ça, on nous mettait des petites fiches et on nous demandait quel métier on voulait faire. Quand on était en 6e ou qu'on était même en CM1 ou CM2, vous inscriviez quoi, vous, à cette époque? Vous aviez envie de faire quoi? Alors, les souvenirs que j'avais, journaliste sportif. Ah ouais, parce que j'ai connu Michel Drucker quand il était très jeune et qu'il commentait avec Michel Drey les matchs de football à l'époque. Donc forcément, l'attirance pour le football me poussait à être journaliste sportif. Puis j'ai été journaliste d'information. Et puis en fait, c'est un peu plus tard, avec la découverte de la politique, lorsque je vous indiquais que j'avais soutenu mon père, comme tout enfant aurait soutenu son père dans une campagne électorale, que j'ai découvert la sphère des collectivités locales. Je m'en suis jamais détaché, parce que c'est une expérience de la vie qui nous met proche de nos concitoyens, qui nous amène à faire des choix parfois difficiles, mais qui, par l'action que nous menons, est en capacité d'apporter beaucoup aux autres. Et je pense qu'il y a aussi cette envie d'apporter, de donner cette énergie à produire pour les autres, qui caractérise souvent les élus impliqués dans leur territoire, quelle que soit leur sensibilité politique d'ailleurs. Je vais en finir là, Franck Leroy. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un homme heureux? Oui, heureux. Heureux parce que ma famille est heureuse, parce que mes enfants grandissent, que j'ai aujourd'hui 2 petits-enfants, que j'ai le sentiment avec mon épouse qu'on a fait notre part de travail, et pour autant on a encore plein de choses à découvrir. Sans doute beaucoup de voyages à faire plus tard, parce que pour l'instant nos emplois respectifs ne nous permettent pas forcément de partir autant qu'on souhaiterait partir. Mais non, plein de choses à découvrir, et puis voir grandir nos petits-enfants, c'est quand même un moment privilégié. J'imagine. En tout cas, un grand merci pour votre accueil ici, dans cette splendide ville d'Épernay. Merci à vous. Et des paysages. Un vrai plaisir. On avait la chance avec nous, le temps qui n'a pas été fameux au cours du printemps, est aujourd'hui enfin rétabli. Ouais. Et c'est vrai qu'on découvre les odeurs de la Champagne, les odeurs de la nature. Et on vit ici des moments assez privilégiés, il faut le dire. Les téléspectateurs ne le sentent pas, mais il y a des parfums délicieux ici. Merci Franck Leroy. Merci beaucoup. Au plaisir. France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine.